J'appelle donc la communication suivante du docteur Fanny Nehring sur chirurgie de la rétine assistée par un robot bimanuel, première chez l'humain. Bonjour à tous. Je tiens à remercier l'Académie nationale de chirurgie pour l'invitation et en particulier le professeur Rosenbaum. Et c'est un réel honneur pour moi d'être ici aujourd'hui, non seulement pour moi, mais aussi pour toute notre équipe à l'hôpital universitaire de Gand en Belgique. J'aimerais aujourd'hui partager avec vous notre expérience dans la chirurgie de la rétine assistée par un robot dit birobotique ou bimanuel, c'est-à-dire un robot qui nous permet de travailler avec deux instruments simultanément dans l'œil. Voici ce qu'on appelle les financial disclosures. Nous sommes déjà actuellement, en tant que chirurgien de la rétine, assistés par différents outils technologiques dont la visualisation en 3D qu'on appelle heads-up. Donc, on ne regarde pas dans le microscope, mais le chirurgien regarde un écran en 3D avec le port de lunettes polarisées. On a vu l'arrivée également des microscopes digitaux. Nous pouvons également bénéficier de l'OCT intraopératoire, c'est-à-dire une sorte de coupe de la rétine en permanence quand on opère, de savoir où est-ce qu'on est et ce qui se passe réellement au niveau rétinien. Et notamment dans le cas des injections sous-rétiniennes, nous bénéficions également de systèmes de micro-injections automatisés, comme on peut l'avoir par exemple maintenant pour la thérapie génique sur la vidéo que vous voyez ici en dessous. Alors, nous sommes je pense en général, des très bons chirurgiens, mais nous sommes humains. En tant que chirurgien, ophtalmologue en général, et de la rétine en particulier, je dirais, nous sommes amenés à manipuler des tissus que, en fait, nous ne voyons pas réellement. Ce sont vraiment des tissus de quelques microns. L'œil est un espace évidemment très confiné pour travailler. Et à moins d'être Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards, nous avons tous un tremblement essentiel qui a été évalué par des études entre 200 et 350 microns. Nous avons également des difficultés pour garder un instrument en position fixe pendant une durée prolongée. Des études ont montré également qu'après 2 minutes, par exemple, d'injection sous-rétinienne, avec une aiguille de 41 gauge, une aiguille vraiment très, très fine, après 2 minutes d'office, même le meilleur chirurgien va élargir la rétinotomie, donc l'ouverture dans la rétine. Et nous avons également une perception en profondeur qui est limitée, c'est-à-dire que quand on va manipuler des tissus vraiment très fins, on se repère uniquement à la réaction de la rétine par rapport au tissu qu'on va vouloir retirer. Ceci est un exemple de nos limitations. Si on voulait, par exemple, réaliser une cannulation d'une veine rétinienne qui fait 120 microns, ce serait tout simplement impossible à cause de notre tremblement essentiel. Basé sur des études réalisées principalement avec le robot Precise, qui est un robot qui est téléopéré, nous pensons que les robots pourraient nous aider à surmonter nos limitations. Les robots sont là, ils sont dans les salles d'op un peu partout. Quand vous voyez ce diagramme, vous voyez que toutes les spécialités sont concernées. En ce qui concerne l'ophtalmologie, nous avons ici une liste de compagnies, de firmes qui sont en développement pour des systèmes robotiques qui sont soit en stade préclinique, soit déjà au stade clinique. Et ceci est une liste non exhaustive des différents systèmes qui sont développés, entre autres aux États-Unis, également au stade pré ou au stade clinique. Quels sont les avantages présumés de l'utilisation de la robotique en chirurgie de la rétine? Nous pensons que ça pourrait être plus précis, qu'il y aurait moins de trauma induit à la rétine, ça pourrait être des procédures plus rapides. Et également, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir standardiser les interventions sur la rétine, notamment dans les thérapies géniques, par exemple. Les robots, le système robotisé pourrait également nous aider à mieux entraîner nos fellows, donc les jeunes chirurgiens, grâce à leur système de sécurité. Et enfin, pour le chirurgien, dans des systèmes télémanipulés, le chirurgien n'est plus à la tête du patient, donc on n'est plus coincé entre le microscope, la machine de vitrectomie
et notre assistant. Et donc, ça nous confère plus de confort et d'ergonomie. L'apport du robot va également pouvoir éventuellement nous permettre de développer des nouvelles approches chirurgicales, notamment l'accumulation vasculaire, ou alors de pouvoir travailler réellement pendant un temps plus prolongé dans l'espace sous-rétinien, et ce, en ayant en tête le fait qu'il y a toute une série de nouveaux traitements qui vont sans doute arriver, qui sont déjà là, comme la thérapie génique, mais comme les implants sous-rétiniens. Et bientôt, nous verrons sans doute l'apparition de traitements de cellules souches et de nanoparticules. Et tous ces traitements doivent être en fait injectés sous la rétine. Alors ici, je voudrais vous présenter le travail que nous avons réalisé avec le robot qui s'appelle Lucas, développé par la société Aku Surgical qui est basée à Montpellier. C'est un robot qui est télémanipulé, qui présente deux pods, donc deux pods placés chacun de part et d'autre de la tête du patient et qui constituent en fait deux bras robotisés, ce qui nous permet de réaliser une chirurgie bimanuelle ou birobotique. Le chirurgien n'est plus à la tête du patient, mais est à une station de pilotage, un peu comme le principe du robot Da Vinci. Et ça nous permet également de réaliser toute la chirurgie de la rétine robotisée, c'est-à-dire que ce n'est plus un bras robotique qui permet de faire uniquement une tâche. Ici, toute la chirurgie peut se faire avec le robot. Au niveau du workflow, comment ça s'organise un petit peu en salle d'op? Les infirmières sont chargées d'installer et de recouvrir stérilement les différents éléments du robot, donc les trois éléments, les deux pods et la station de pilotage. L'assistant, qui peut être un médecin, mais qui peut aussi être une infirmière, reste à la tête du patient. Il est chargé de monter les instruments sur les adaptateurs, de changer les instruments et de relayer au chirurgien la relation entre la tête du patient et les bras robotisés. L'assistant dispose également d'une pédale qui permet de faire une évacuation rapide, une sortie rapide, pardon, des instruments de l'œil. Et enfin, le chirurgien, lui, reste à la tête, lui ou elle reste à la tête du patient, réalise les insertions des instruments dans les trocars, réalise la vitrectomie et possède également un système de sortie rapide des instruments de l'œil en cas de problème. Ceci, c'est une vidéo pour vous illustrer le workflow. Donc, vous avez la station de pilotage, la salle d'op entière. C'est l'avantage du système 3D dans ce type de projet, c'est que toute personne qui est dans la salle d'opération et qui a un verre polarisé peut regarder ce qui se passe. Et ici, vous voyez qu'en fait, le bras du robot reproduit exactement le geste du chirurgien et l'assistant veille à ce que il fait le retour par rapport au chirurgien puisque lui reste au niveau de l'œil pour vérifier que tout se passe bien. Alors, un avantage, il me semble, de ce système, c'est que vous pouvez utiliser vos instruments classiques, standards, qui correspondent à la plateforme de vitrectomie que vous utilisez, quelle que soit la marque, si je puis dire, puisque ce sont vraiment ces instruments-là qui vont pouvoir être utilisés par le robot. Donc, en termes, je pense, économiques, c'est assez intéressant. Et tous les instruments, en fait, peuvent être utilisés, que ce soit le vitrectome, l'endolumière, la diathermie, etc. En termes de safety, de sécurité, on en a déjà parlé. Donc, il y a deux systèmes, même trois systèmes d'éjection rapide des instruments de l'œil. Alors, en termes de chirurgie, on considère deux phases. La première phase, c'est la phase qui est en dehors de l'œil, donc c'est-à-dire la phase qui constitue à aller introduire les instruments dans l'œil. Donc ici, les instruments sont manipulés selon un axe X, Y, Z. Donc ici, c'est le robot, évidemment guidé par le chirurgien, introduit l'instrument dans le trocar. Et ensuite, au temps de la chirurgie, le chirurgien manipule les instruments comme s'il les manipulait naturellement en chirurgie conventionnelle manuelle, avec le robot qui reproduit exactement les gestes du chirurgien. Ici, on est dans l'œil, donc on voit la rétine, on voit le nerf optique et
La substance, si je puis dire, qui bouge, c'est le corps vitré. Donc, toute chirurgie de la rétine commence par enlever le corps vitré. Et donc, on voit ici qu'on peut vraiment manipuler de façon tout à fait libre, comme si on le faisait de façon manuelle, le vitrectome dans l'œil. Ensuite, ici, on procède à un changement d'instrument, c'est-à-dire que le vitrectome qui était en temporal, on va l'insérer maintenant en nasal et la lumière, on switch en fait entre la lumière et le vitrectome. Et donc, on voit qu'on peut également approcher la périphérie de la rétine. Et les mouvements sont vraiment fluides comme ils pourraient l'être en chirurgie manuelle. Ceci, c'était en fait pour vous une vidéo qui peut illustrer chez un patient qui a un sein scintillant. Donc, c'est un patient qui a un vitré modifié, c'est-à-dire qu'il a comme une boule à neige dans l'œil. Et on va en fait ici avec le robot induire un décollement postérieur du vitré, c'est-à-dire séparer le corps vitré de la rétine chez un patient qui présente une membrane épirétinienne. Et je pense qu'ici, enfin pour ceux qui ont l'habitude de voir des chirurgies de la rétine, on pourrait presque, je pense pas deviner qu'il s'agit d'une chirurgie robotique par rapport à une chirurgie conventionnelle manuelle. Donc, vous voyez vraiment l'onde de progression au fur et à mesure qu'on vient détacher le corps vitré de la rétine. Alors, pour cette première utilisation du robot Lucas chez l'humain, nous avons mis en place une étude clinique qui était prospective, monocentrique, non contrôlée. C'est une étude de faisabilité, de sécurité et d'efficacité du robot Lucas pour le traitement des maladies vitréorétiniennes. Pour cette première chez l'humain, uniquement la vitrectomie centrale était réalisée avec le robot. Nous avons inclus 7 patients et la semaine dernière, nous venons de faire les 2 dernières chirurgies. Donc, l'inclusion est complétée et les chirurgies ont été réalisées. Le premier endpoint en termes de sécurité était l'éventuelle apparition d'un effet indésirable lié au robot. Les patients ont été tous opérés sous anesthésie générale. À la baseline, donc au début de l'étude, la moyenne d'âge des patients était de 71 ans, avec une vision, moyenne à distance, meilleure vision corrigée à distance de 0,385 logMAR, ce qui correspond à peu près à 5,5 sur 10. Et l'indication pour la chirurgie était la présence d'une membrane épirétinienne dans 6 cas sur 7 et un trou maculaire dans 1 cas sur 7. Alors, ce sont des résultats préliminaires, vu qu'on vient de terminer les 2 dernières chirurgies. Nous n'avons pas eu d'incident d'effets indésirables liés au robot lui-même. Il n'y a pas eu de complications de type déchirure de la rétine iatrogène. Il y a eu 3 effets indésirables de la chirurgie, mais non liés au robot, qui étaient en J1 post-op, 2 élévations de tension moyenne et un patient qui a fait une hypotension pendant une hypotension artérielle pendant l'anesthésie générale. Et le robot a su compléter, a pu faire la chirurgie voulue dans 6 patients sur 7. Chez un patient, en fait, le robot s'est mis en mode sécurité et donc la chirurgie a été reprise de façon manuelle. En conclusion, cette première étude suggère qu'il est faisable, tout à fait faisable, d'effectuer une chirurgie de la rétine robotisée, en tout cas avec le robot Lucas. Les premières données nous disent que ce dispositif est sécure et efficace. Et ces données, en fait, vont être le support pour développer des études maintenant, la prochaine étude multicentrique qui visera en fait à réaliser toute la chirurgie de la rétine avec le robot Lucas. J'aimerais en fait aussi vous présenter notre équipe parce que évidemment je ne fais pas ça toute seule. J'aimerais remercier en particulier notre chef de service, le professeur Bart Leroy, et j'aimerais vous remercier pour votre attention.
Félicitations, très impressionnant. J'ai une multitude de questions. On va y passer la nuit. Je... tout d'abord, une petite précision. Société des patients en anesthésie locale ou au général? Sous anesthésie générale pour cette D'accord. première chez Donc, on arrive à la deuxième question. Sous anesthésie générale, c'est vrai que le chirurgien a, à la différence du robot, j'essaye de vendre le chirurgien, parce qu'il laisse une petite place, a des points d'appui pour stabiliser. Et on sent le patient et on peut même anticiper son réveil, parce qu'on peut de temps en temps sentir des petits mouvements. Est-ce que vous avez couplé ça, par exemple, avec avec les anesthésistes pour essayer de percevoir un potentiel de réveil du patient? Est-ce que vous avez un eye tracker comme ça se fait avec le robot Navilas pour la chirurgie, pour le laser? Eye tracker? Alors, pour l'instant, non, mais c'est vraiment certainement quelque chose qui pourrait être implémenté. Ici, je suis vraiment en communication constante avec l'assistant qui est notre fellow et qui me fait un retour constant par rapport, lui est vraiment à la tête du patient, il fait un rapport constant par rapport à la situation et anticipe les mouvements. Et l'anesthésiste, en fait, place également les électrodes cérébraux pour détecter un éventuel réveil prématuré du patient. D'accord, d'accord, c'est ce que je voulais savoir. Comment vous vous situez par rapport au robot? Votre étude s'appelle Lucas, qui est l'anagramme de UCLA. Donc, ça m'a fait penser à Hupschmann et leur système de robot qu'ils ont présenté à l'American Ophthalmological Society justement il y a un mois. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à eux? Quelles sont vos différences? Alors, c'est le robot qui s'appelle Lucas. Donc, c'est pas l'étude s'appelle, c'est vraiment le nom du robot. Ici, bon, la grande différence, je pense, c'est qu'ici, on est déjà au stade clinique et puis au stade préclinique. Et je pense que l'équipe de Jean-Pierre Huchman se focalise d'abord sur la chirurgie de la cataracte. Mais préclinique. Oui. Professeur Hudson, Brésil. Moi, je fais beaucoup de chirurgie vitrétinienne, mais je pense que avec les robots, vous perdez la sensibilité avec l'action contrôlée par les robots. Mais par rapport à si vous tenez la pince dans votre propre main, c'est beaucoup plus facile parce que la chirurgie devient plus facile parce que vous avez sensibilité. Avec les robots, vous perdrez un petit, je pense. Alors, en fait, quand on réalise une chirurgie pour enlever une membrane épirétinienne, la membrane est tellement fine qu'on ne la sent pas quand on la pince. Et je n'ai pas eu ici, dans mon expérience avec le robot, l'impression de perdre une sensibilité parce qu'on a un feedback visuel qui, pour moi, est pareil qu'en chirurgie manuelle. Oui, c'est le retour de force, quoi, puisqu'il n'y a pas de retour de force dans les membranes épirétiniennes. Alors, vous avez besoin, vous n'auriez pas pu le faire sous anesthésie locale, je présume. En fait, on n'a pas souhaité le faire sous anesthésie locale pour une première chez l'humain. Oui, justement, pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, de un, pour le patient, parce que effectivement, bon, vous le savez bien, c'est aussi pour l'équipe, quand on réalise ce type de projet, on préfère, bon, le patient peut éventuellement, il y a un peu plus de monde en salle d'op, c'est plus confortable pour le patient d'être endormi. Et on a considéré que c'était plus sécure pour une première chez l'humain de le faire sous anesthésie générale. Professeur Benamou. Oui, dans quelle mesure actuellement, avec votre robot, vous avez une forme de deep learning? C'est-à-dire, est-ce qu'avec la machine, est-ce qu'elle apprend au fur et à mesure de son utilisation? Et est-ce que d'un point de vue algorithmique, il y a eu une intervention d'intelligence artificielle qui permet justement de capitaliser sur le nombre d'erreurs et le nombre de succès, et donc l'interaction avec le réel? Alors, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il y a une V2 qui va permettre de faire ça. Ah bon, on va peut-être en parler. Pas d'intelligence artificielle à proprement parler. Par contre, il y a effectivement des log files qui sont créés en permanence et qui permettent, si on le souhaite, de retrouver et de reconstituer en fait toute la chirurgie dans des log files qui sont accessibles et pour voir exactement ce qui se passe pendant la chirurgie. Je sais que c'est l'avenir de la robotique. La robotique sans l'intelligence, finalement, c'est un outil électromécanique un peu plus perfectionné.
Il faut Docteur bien- Alice il faut Chrysoulac. commencer quelque part. Oui, Fondation félicitations. Rothschild. Merci C'est de ça, votre... exactement. Félicitations, c'est assez Merci. incroyable. Moi, j'ai l'impression de voir un peu le robot Da Vinci pour la prostate qui rentre à l'intérieur de l'œil. Je trouve ça phénoménal. Je rebondis sur une question que j'avais en tête en même temps que M. Souyed, pour le passage à l'anesthésie locale, qui est quand même en fait l'anesthésie qu'on utilise couramment pour nos chirurgies et le gold standard. Et du coup, bon, le robot, il a l'air d'avoir montré son efficacité, mais en termes de sûreté, si on passe en anesthésie locale, on sait qu'on peut avoir plus d'aléas avec des mouvements du patient qui sont imprévisibles. Et donc, j'ai compris qu'il y avait un système de sécurité, de stop et de retrait des instruments. Est-ce que cette sortie des instruments, elle est aussi rapide que la main humaine d'un chirurgien ou pas? Parce que ça peut peut-être être une En vraie fait, question. En fait. elle est même quasiment plus rapide. C'est-à-dire que le robot aussi, c'est en termes de sécurité, retrace, il ressort les instruments vraiment selon les trocars, parce que l'humain pourrait les retirer et arracher les trocars. Ici, le robot reprend vraiment la bonne route, si je puis dire. Et nous avons fait des essais. On a aussi, nous, des procédures qu'on a travaillé, en fait, des procédures d'urgence qui permettent, en fait, en cas de défaillance de robot, de reprendre en chirurgie manuelle en moins d'1 minute. Professeur Souyed. Encore des questions, on en a plein, je t'avais prévenu. Ce qui m'intéresse sur votre étude clinique, j'imagine le comité d'éthique qui a revu ça. Quelle est la perception des patients pour leur expliquer que c'est les premières interventions, qu'on va rentrer dans leur œil, que c'est le robot qui va faire ça, mais vous inquiétez pas, on n'est pas loin. Alors, merci pour votre question. En fait, C'est exactement ça. Les patients sont hyper enthousiastes. Donc, le tout premier patient, en fait, c'est pour lui, en fait, aux patients, dès qu'on parle de robots, c'est comme quand vous parlez de laser, ils sont preneurs. Donc, on a vraiment eu pas beaucoup de mal à recruter. Pardon? Comme pour le laser, évidemment. Non, oui, ou quand les patients souvent nous demandent en chirurgie de la rétine, est-ce qu'on vous opérez avec un laser? Et tant qu'on parle de laser, les patients sont enthousiastes. Et là, c'était pareil avec le robot. Donc, au niveau du patient, on n'a vraiment pas eu de soucis de recrutement. Docteur Couffinal. Ah, pardon. Non, j'ai juste une petite chose. Il ne faut pas, alors là, je me permets, Qui est l'auteur d'un rapport. il ne faut pas dire que de la section le comparer au robot Da Vinci. Il ne faut surtout pas le comparer au Da Vinci. Vous n'avez pas une structure immersive. Vous avez un poste de pilotage et vous n'avez pas une structure immersive. Donc, je crois il y a d'autres robots, vous pouvez le comparer aux autres, mais pas celui-là, parce que c'est une technologie très particulière, etc. Donc, ça, c'est un détail. Oui. Ce qu'on ne comprend pas bien, et je pense que je suis content parce qu'on nous a invités d'aller à Montpellier pour aller le voir. On ne voit pas bien vous présentez le poste de pilotage, mais vous ne présentez pas comment est la tête et l'installation du robot. En fait, toute la partie, je veux dire, qu'il y a la partie mécanique et la partie, voilà. Et puis, un élément important, mais je crois que là, les gens de Montpellier peuvent nous le dire, mais vous aussi, sur le plan pratique, comment on fait le recalage au début? Je veux dire, pour qu'il y ait une synchronisation entre la position du robot et les positions du poste de pilotage. En fait, une fois que les pods sont installés sur des cibles au sol, ainsi que la station de pilotage, et donc le système, en fait, se gère à partir du positionnement. Oui, mais il faut le caler, il faut faire un calage. Oui, les différents éléments sont effectivement fixés à un certain endroit. C'est fixé à un endroit où c'est calé, comme la plupart des robots, ils sont calés par... Oui, J'ai cru voir un petit geste de tourner autour d'une canule ou d'un endroit pour faire le calage, non? Non, non. Micro, parce qu'il y a Alors, plusieurs centaines de personnes qui nous écoutent sur les, D'accord. sur les Le 5 problème, continents et ils ne vous entendront pas. Le problème, c'est que l'œil ne bouge pas. Donc, on peut avoir une position fixe et on n'a pas besoin de faire un calage, c'est ça? Alors, en fait, on va commencer dès le départ simplement à caler, à positionner notre robot avec un système de mire et puis ensuite, on n'y touche plus du tout. Et le robot a une zone de travail dans tous les cas, donc il va compenser si jamais l'œil bouge un petit peu pendant la chirurgie ou si on réalise des rotations de l'œil, notamment des mouvements de l'œil pendant la chirurgie. Docteur Rachid Taheri, Casablanca, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup pour cette très belle présentation et cette technologie qui probablement va changer les choses dans l'avenir.
Moi, j'avais une question concernant les extrémités des bras robotisés. Quelle est la taille de celles-ci? Est-ce qu'elles sont plus grandes qu'une main humaine, plus petites? Alors, pourquoi je pose la question? C'est par rapport en fait à l'accès en périphérie. Parce que là, on a eu des chirurgies en fait de membrane épirétinienne en général. Il suffit juste de faire une vitrectomie centrale et d'accéder directement au pôle postérieur. Mais qu'en est-il, par exemple, si on a envie de travailler en extrême périphérie? On sait très bien que quand on fait une vitrectomie, qu'on est un midé, on a pratiquement en fait des positions complètement, oui, en fait, il y a une extrêmes. vitrectomie qui illustrait le fait qu'on arrive vraiment à arriver jusqu'à l'extrême périphérie, notamment grâce à un système de rotation qui est sur le robot, où en fait, on peut littéralement imprimer une rotation à l'œil de façon à pouvoir accéder à l'extrême périphérie également. Merci. Professeur Benamou, membre du SGPI. C'est le secrétaire général pour l'investissement. Alors justement, quel est le degré de confiance que le grand public accorde? Je reprends une des remarques qui vient d'être faite aux robots par rapport aux chirurgiens présents, physiques, etc. Eh bien, il y a eu une enquête internationale très importante de l'OMS sur, effectivement, en fonction du niveau de développement des pays. Évidemment, en pays occidentaux riches, le degré de confiance pour le robot est à peu près équivalent à celui du chirurgien. Mais si tu vas vers les pays en développement, les gens ont plus confiance dans le robot que dans le chirurgien local. Parce qu'ils pensent que la technologie va leur apporter beaucoup plus de sécurité et d'avance dans le résultat thérapeutique. Ça, c'est vraiment très, très impressionnant. Ça veut dire que l'avenir est là, c'est certain. Là, en Belgique, les gens aiment bien le robot, apparemment. Je pourrais vous donner l'étude, c'est complètement officiel. Au niveau de la robotique, quand on réfléchit à la robotique, il y a quand même un élément. Alors, bien sûr, il y a tous les systèmes d'alerte, les systèmes liés à l'imagerie, etc., qui font des systèmes quand on sera dans des robots autonomes ou qui seront davantage télémanipulés, donc qui viendront arriver, qui arriveront. Mais en revanche, on a le problème dans l'œil. C'est qu'on a un problème d'homéostasie de l'espace. Et donc de stabilité, puisqu'on est quand même dans une microchirurgie, c'est le problème de stabilité. Et c'est vrai que quand on réfléchit à la robotique, on se pose la question toujours, l'œil stable avec une pression interne quasiment constante. Donc ce sont les éléments. Avez-vous des réponses là-dessus? Parce que finalement, si c'est toujours sous anesthésie générale, ça va bloquer un petit peu le développement. En fait, ici, pour la prochaine étude, qui sera une étude multicentrique, là, ça se fera sous anesthésie locale. Et en termes d'homéostasie, en fait, une fois qu'on est dans l'œil, il n'y a quasiment pas de différence avec une chirurgie manuelle conventionnelle, puisque en fait, c'est la machine de vitrectomie avec l'infusion dans l'œil qui permet de maintenir un volume constant dans l'œil. Et cette première phase restera toujours manuelle? Non. Donc, en fait, oui, pour l'instant, l'introduction des trocars dans l'œil est réalisée de façon manuelle. Mais sinon, je dirais l'homéostasie de l'œil, l'infusion est apportée par l'appareil de vitrectomie et non pas par le robot. Pensez-vous pouvoir réaliser cette première partie, justement, d'introduction de façon robotique? Je pense qu'AQ Surgical y travaille. Docteur Rachid Taheri. Alors, juste une question par rapport au temps. Il n'y a pas de limitation dans le nombre de questions. Et ici, on est le représentant des 13 spécialités et c'est le débat qui est important. Donc, merci de votre question. Est-ce qu'il y a un temps de latence entre ce qui se fait par le robot et ce que l'on voit? Pourquoi? Parce que si on part, par exemple, si on imagine, par exemple, de la téléchirurgie avec un chirurgien qui est à New York et un patient qui est à Paris, est-ce que déjà, en fait, quand on est sur place, quel est le temps de latence et quel serait le temps de latence prévu? Alors, en tant que chirurgien, Opération Lindbergh, ouais. dans la chirurgie, en étant vraiment, on va dire, à 1,5 mètre du patient, je n'ai remarqué aucune latence. On a déjà des bonnes réponses à l'Académie sur ce point-là, hein, donc sur des études qui sont faites notamment à l'IRCAD, Jacques Maresco, etc. Donc ça va très vite maintenant, il n'y a plus de temps de latence, hein, n'est-ce pas? Docteur Nering, merci beaucoup pour votre communication. Merci beaucoup.